Hey! On est le mardi 31 décembre 2024, donc le dernier jour de 2024, et j'ai l'impression de redire la même chose parce que juste avant j'ai filmé la section de mon précédent vlog qui précède directement du coup ce vlog là, puisque c'est dans la même continuité thématique. Au cas où si vous n'avez pas regardé l'autre vlog, je vous souhaite ici une très bonne année 2025 et c'est tout, parce que j'ai la flemme de déblatérer encore mon speech de meilleurs vœux blablabla. Donc si ça vous manque, allez voir mon précédent vlog. Pour celles et ceux qui atterrissent là, je vais résumer un peu le principe de cette vidéo. En gros, en ce moment je suis obsessed avec Arcane, qui est sorti sur Netflix, qui est dinguissime, c'est un chef d'œuvre d'animation blablabla, et du coup j'essaie de canaliser cette obsession là dans la lecture, parce que là je lis de moins en moins, j'ai du mal à accrocher à mes lectures. Sur internet il y a plein de listes de recommandations de livres de lecture pour les fans d'Arcane, parce que voilà, il y a des livres autour du steampunk, autour des mondes politiques, des complots politiques hyper bien travaillés, hyper enrichis, avec des personnages moralement ambigus, avec des développements de relations également qui sont complexes, qui sont bien ficelés, et des romances saphiques aussi. J'essaye de chercher un peu ce genre de lecture pour un peu me rappeler Arcane. C'est un peu ma manière de faire le deuil après avoir fini Arcane. Donc dans le précédent vlog, je vous ai présenté 3 lectures, des lectures qui sont assez diversifiées, qui font écho à différentes facettes d'Arcane. Et du coup on va continuer dans cette ligne là avec ce deuxième vlog qui j'espère vous plaira. Mais dans un premier temps, je vous l'ai dit dans mon premier vlog, je vais essayer de vous conseiller quelques livres que j'ai déjà lus et qui pour moi pourraient plaire également à des gens qui ont aimé Arcane. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé Arcane, si vous savez pas de quoi ça parle, encore une fois, je vous renvoie au début de mon premier vlog parce que j'ai la flemme de me répéter, ça ferait trop redondant. Pour ma petite sélection personnelle, alors je vous conseillerais 2 sagas de Adrien Thomas, qui est Le Royaume Rêvé. C'est pas Le Royaume Rêvé, je crois, le titre de la saga, mais en tout cas, Le Royaume Rêvé, c'est le premier tome d'une trilogie, et Vaisseau d'Arcane. Le Royaume Rêvé, en gros, ce qui pourrait vous plaire, je me rappelle surtout d'un personnage féminin, enfin ça fait longtemps que j'ai lu, du coup c'est pas trop précis, mais en gros il y a une sorte de fatalité, une sorte d'impitoyabilité dans le destin des personnages. On va suivre un groupe d'ados et au début ça se passe bien, genre tu t'attaches à eux, et au final ils vont peu à peu se diviser parce qu'il y en a un qui va mourir, les autres je sais pas, ils poursuivent différents buts, et t'as notamment un personnage féminin qui elle va devoir endosser de très grandes responsabilités, elle va devoir se sacrifier elle-même également, plusieurs parts d'elle-même pour accéder au pouvoir, et c'est très amer, et dans cette matière là d'inéluctabilité, d'imputabilité, de sacrifice, de trahison, de secret et tout, de prise en maturité forcée et vraiment sombre. Ça m'a un peu rappelé Arcane, du coup, voilà, je me dis ça peut vous plaire. Dans Vaisseau d'Arcane, toujours du même auteur, publié chez Nemos, du coup il y a Arcane dans le titre déjà. C'est de la science-fiction, c'est du steampunk, et c'est vachement bien travaillé. Mais vraiment, c'est une duologie, vraiment ça se lit vite entre guillemets, enfin c'est quand même assez dense, assez riche, donc du coup faut vraiment lire en étant attentif. Ça rappelle du coup ce côté très steampunk, très science-fiction, qui flirte parfois avec la magie d'Arcane. Et je crois qu'il y a aussi pas mal de réflexions, de questionnements qui peuvent rappeler également la série. Et j'essaie de chercher parce que ça fait longtemps et j'ai pas une bonne mémoire. Oui, au niveau des relations entre les personnages aussi, c'est très pragmatique dans le sens où ils sont divisés par leurs idéaux, par leurs valeurs, et les sentiments ne suffisent pas pour les raccorder ensemble. Il y a ce genre de divergence entre des personnages qui peuvent s'aimer mais qui sont dans des camps différents. Et ça aboutit à des fins qui peuvent être amères quoi. Donc franchement ouais, ça peut vous plaire. Il y a quelques années aussi j'avais lu les 2 premiers tomes d'une trilogie qui étaient Les Filles de l'Orage. En tout cas Les Filles de l'Orage c'était le tome 1 de Kim Wilkins, publié chez Brajlon. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire dedans? On a un cast féminin assez fort. Elles sont toutes des sœurs, elles ont des destins différents selon ce qu'elles poursuivent.
et j'essaie de chercher, il y a des complots politiques et ouais en fait le fait qu'elle soit sœur et que du coup il y a des relations entre sœurs qui sont compliquées, bah ça peut un peu rappeler Vi et Jinx. Je suis très convaincante dans ma manière de livrer les choses. Également les romans de M.L. Wang, alors j'en avais lu un d'elle du coup dans mon précédent vlog, mais c'est vrai que de Sword of Kagen, au niveau de la tragédie des personnages, du fait qu'ils sont très réalistes dans leur manière de devoir mener des combats, enfin tu sais c'est pas un power-up ultime, c'est pas un truc hyper épique qui va les sauver. Non, c'est très terre à terre au niveau de leur manière de mener leur combat, de leur manière de devoir résister, de leur manière d'éviter de sombrer en fait totalement. C'est assez réaliste et c'est ça qui est également très poignant, donc pourquoi pas de Sword of Kagen. L'autrice elle avait également écrit la duologie ou la trilogie, je sais plus trop, Théonite, qui là est plus en science-fiction, du coup ça peut pas mal rappeler également Arcane. J'avais lu que le tome 1 et je me rappelle plus trop, mais je me rappelle que j'avais quand même pas mal aimé parce que t'avais de bonnes relations amicales. Maintenant qu'est-ce que je vais lire? Alors dans un premier temps, je vais me mettre au tome 1 de Fist et Brume de Brandon Sanderson, publié chez J'ai lu je crois en France. En fait j'avais déjà lu il y a longtemps, mais vers la fin j'avais commencé à décrocher, j'étais un peu dissipée ou quoi, et du coup j'ai pas beaucoup profité à fond de ma lecture, même si j'avais beaucoup aimé les premières parties. Mais voilà, du coup j'aimerais bien retenter ma chance avec ce roman là, d'autant plus que j'avais expliqué dans le précédent vlog, désolée si ça fait doublon pour ceux qui ont regardé l'autre vlog, mais merci également infiniment, enfin bref voilà. Je suis tombée sur un réel sur Instagram qui mettait en avant un extrait de l'artbook d'Arcane, où ça mettait en avant les auteurs qui ont inspiré pour la création de l'univers d'Arcane, et il y avait notamment Brandon Sanderson qui en était ressorti comme un nom des auteurs qui ont inspiré ça, et du coup je trouve ça trop classe, à dire que les archives de Rochard, Fils des Brumes et tout, ça a inspiré Arcane. Ça m'a motivée de me remettre et de vraiment plonger une bonne fois pour toutes dans Fils des Brumes et pouvoir lire, j'espère, l'intégralité de la trilogie. Je crois que c'est une trilogie. Et ensuite, bah, on verra ce que je lis. Mais il y a plein de titres qui me tentent, du coup je suis contente. Voilà, j'arrête de blablater parce que j'ai déjà beaucoup blablaté et j'espère que dans ce vlog là je vais pouvoir au moins présenter 3 livres. Et voilà, voilà, j'arrête de vouloir blablater pour rien et à tout de suite. Oh my god, les lumières dégueulasses, super pour terminer cette année. Bref, on est le soir du 31 décembre, donc le réveillon, je le passe seule, en solo, avec ma lecture du coup Fils des Brumes. On voit vraiment le bordel de ma bibliothèque. Bref, on va essayer de l'ignorer. Là, je passe un trop bon réveillon parce que je suis en train d'être en plein dans Fils des Brumes. Je suis en tout début, mais j'aime trop parce que parfois j'écoute en même temps des OST d'Arcane, des chansons, alors des versions instrumentales d'Arcane, comme ça il n'y a pas les paroles, les voix qui me distraient trop. Et je trouve que ça colle trop bien avec l'ambiance de Fils des Brumes. Et je trouve que ça aide à visualiser les images, les scènes du roman, parce que au final le style graphique, l'animation colle bien avec l'univers de Sanderson, notamment pour retranscrire l'épicness et tout. Et en fait avec la minutie du travail du studio Fortier, je trouve que ça correspondrait super bien pour une adaptation éventuelle de l'œuvre de Sanderson. Et franchement ce serait le rêve absolu. Mais vraiment les archives de Rochard, mais dans le style d'Arcane, mais mon dieu, je vais mourir. Les archives de Rochard ne méritent pas moins que ce genre d'adaptation, vraiment, parce que bref, voilà. Mais du coup, j'aime trop parce que ça me nourrit dans mon imagination, dans la manière dont je peux visualiser mentalement certaines scènes, et je trouve que ça correspond bien à la badasserie de certains trucs. Et du coup, voilà, j'aime trop, et j'ai l'impression de replonger un peu dans Arcane, dans un autre versant de l'univers, parce que t'as les villes un peu qui me rappellent un peu Piltover. Après, je sais que ça n'a rien à voir, hein, évidemment, mais je sais pas, j'ai l'impression de retrouver un peu Arcane. Après, est-ce que c'est parce que je suis hantée par Arcane et que juste avant j'ai regardé certaines scènes de Arcane? C'est possible, mais j'aime trop quand même, j'ai l'impression de vivre dans 2 mondes parallèles en même temps pendant mes lectures. J'aime beaucoup l'héroïne pour l'instant, Vin. C'est une gamine de 15-16 ans que j'ai envie de protéger, que j'ai envie de prendre sous mon aile parce que elle est encore un peu paumée, enfin elle subit pas mal de trucs, elle est prisonnière en quelque sorte d'un mec, et du coup j'ai hâte de voir comment elle va se libérer de ça, comment elle va prendre son envol. Donc je vous laisse et je retourne à mon réveillon ultra méga parfait et
Voilà. Petit aparté depuis le futur, mais en fait je me suis rendu compte au montage et non au tournage que ça résonnait pas mal dans la pièce et j'en suis sincèrement désolée, mais du coup vous allez souffrir pendant un clip entier. Mais pour remédier à ça, pour remédier au prochain clip, j'ai acheté un micro et du coup voilà, c'est une révolution sur cette chaîne de pauvres. Donc voilà, je vais tester pour le prochain clip et on verra d'ici là. Bah désolée si ça résonne et que ça vous dérange, j'espère quand même que ça vous distraira pas trop de mon avis sur Fils des Brumes. Voilà, à tout de suite. Je sais pas trop pour le plan, j'ai l'impression que la luminosité est dégueulasse. En fait, là les ampoules elles sont assez bof. Il fait pas très soleil dehors. Je sais pas trop, c'est la première fois que je filme du coup dans ce cadre. Si j'allume avec le ring light, je sais pas trop si ça change quelque chose. On va le laisser, mais je sais pas trop, je suis désolée. Mais donc bonjour, on est le mercredi 8 janvier, donc on a fait un gros saut dans le temps. En plus j'ai eu le temps entre temps du coup de déménager, comme vous pouvez le voir. Du coup ça va être le cadre pendant ces 6 prochains mois et j'espère que ça ira. J'ai essayé de rendre le cadre un peu accueillant, un peu cool, un peu chill, un peu cosy en fonction des choses que j'ai pu prendre. Avec par exemple la bibliothèque ici, la petite bibliothèque avec des livres que je vais lire prochainement. Mon mur de print qui n'est pas du tout rempli, mais j'aime trop les prints que j'ai, mais j'espère que je vais pouvoir continuer à les remplir. Là je me tâte de m'acheter des prints des fanarts d'Arcane. J'en ai repéré quelques-uns sur Redbubble notamment et sur Etsy et je suis en mode est-ce que je vais les prendre? Je pense que oui, mais bon bref. J'ai refait mon abonnement à la médiathèque et du coup j'ai emprunté des livres, je suis trop contente. J'ai trop hâte de les lire et de les présenter, même si ce sera pas dans cette vidéo parce que ça c'est pas du tout en lien. Mais bref, je vous reprends parce que j'ai enfin fini le tome 1 de Fils des Brumes, l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Dans cet univers, on se situe dans un empire où ne tombe que de la cendre. Le soleil, je crois, a disparu. En tout cas, tout est flétri, tout est gris, tout est mort. Cet empire est gouverné par quelqu'un qu'on appelle le Seigneur Maître, qui est apparemment le dieu suprême. En tout cas, il se considère comme un dieu. Il règne avec une main de fer, même plus que ça, parce qu'en gros, du coup, il va diviser la société entre les castes des nobles, les aristocrates, et une partie de la population qui est réduite en esclavage. Il y a cette caste de nobles, d'aristocrates qui gouvernent un peu des parties de l'empire et la plupart peuvent pratiquer ce qu'on appelle l'allomancie, qui est un système de magie qui va utiliser les divers métaux avec des techniques assez travaillées. Et dans cette histoire on va suivre principalement Vin, qui est notre protagoniste, qui au premier abord elle a l'air d'être une simple fille chétive, 16 ans, orpheline, abandonnée par son grand frère. Elle a dû intégrer une bande de malfrats qui sont pas vraiment tendre avec elle, et à un moment donné sa route va croiser celle de Kelsier, un homme d'une trentaine d'années qui est hyper charismatique, qui a un lourd background, tu vois, genre vraiment il a une réputation assez particulière et qui va prendre Vin sous son aile, notamment parce que il a décelé en elle un potentiel de magie assez particulier, parce qu'en gros elle est ce qu'on appelle une fille des brumes. Donc je vous laisserai voir ce que ça veut dire, mais c'est assez stylé. Il va l'aider à explorer son potentiel, il va l'entraîner et également ils vont essayer de poursuivre un objectif. C'est pas très grandiose, hein, c'est très modeste, qui est juste seulement de renverser l'Empire. Voilà, on va suivre ce réseau un peu de rébellion, de résistance et comment ils vont se débatouiller pour mener une attaque efficace pour renverser le Seigneur suprême, le Seigneur Maître qu'on dit, qui est soi-disant un mec hyper puissant, qui est invincible et tout. En vrai, je vois bien pourquoi, pour la réalisation, pour la création d'Arcane, ils ont pu s'inspirer de Brandon Sanderson et peut-être notamment du coup de Fils des Brumes. Parce que, je sais pas, la manière dont la société elle a agencé, donc il y a les enjeux, il y a cette division de caste entre en gros le haut peuple et le bas peuple, les efforts de nuancer les différents points de vue. Franchement ouais, ça rappelait un peu Arcane. Au niveau des personnages aussi, Vin elle me rappelait beaucoup Powder du coup dans les 3 premiers épisodes, dans le fait où c'est une fille qui est encore très jeune, qui a subi déjà beaucoup de choses, qui puise la raison de son existence, la légitimité de son existence à travers l'utilité qu'elle peut apporter aux autres. Et du coup c'est quelque chose qui est très poignant parce que tu sens qu'elle a pas de repères et qu'en fait elle veut se sentir légitime de vivre et d'exister selon comment les autres la considèrent et selon ce qu'elle apporte aux autres. Donc vraiment ça, enfin tu sais, t'as envie de la protéger. En parallèle t'as aussi Kelsier, je sais jamais comment on prononce, enfin le mec quoi avec Silco. Bon il est
plus gentil que Silco, hein, il est beaucoup moins toxique, mais c'est quand même dans la veine du révolutionnaire qui a une vision très tranchée des choses, qui a une vision très extrême des nobles. En fait, il veut tous les exterminer sans distinction, il part d'un sentiment de vengeance qui est très vif, très intense, mais il va également évoluer en termes de nuances. Il va revoir sa vision des choses, notamment grâce à Vin, et c'est un peu comme Silco avec Jinx, quoi. Donc voilà, il y avait quand même de bonnes similitudes, je trouvais. Au niveau de la romance, t'as Vin et Elend. Du coup, c'est une romance entre Vin qui vient un peu de la basse ville et Elend qui est un noble. Et au premier abord, enfin au tout début, vraiment les premiers ajots de verbal et tout, ça me rappelait grave un peu Vi et Kate. Tu sais, quand t'as Vi au début qui taquine un peu Kate et tout. Enfin là, du coup, c'est l'inverse, c'est le noble qui taquine un peu Vin. Et du coup ça m'a, je sais pas, genre je trouvais ça un peu mignon, j'étais ouais bon c'était mignon. Après ça se développe je trouve assez vite, enfin pour mon goût personnel, mais franchement ouais c'est mignon quoi. Et puis ça permet ouais qu'ils sortent de leur zone de confort et qu'ils s'explorent de nouvelles perspectives et qu'ils arrivent à nuancer les choses, et ils représentent un peu la nouvelle génération qui pourrait peut-être relier la basse ville à la haute ville. Et ouais, comme j'avais dit, mais une volonté de nuancer notamment la caste, enfin les gens nobles quoi, parce que tu vois que c'est pas du tout homogène, qu'il y a bien des connards, mais qu'il y a aussi des gens qui sont des connards par défaut parce qu'ils sont les produits de leur environnement, de leur éducation, et du coup c'est difficile de s'en détacher, de voir autrement les choses. Et parfois ils sont vraiment juste emprisonnés dans leur ignorance, ils savent même pas qu'ils sont ignorants, enfin c'est des trucs comme ça. Du coup ça te permet de t'interroger et ça remet en question la cause de la rébellion, de la résistance. Donc t'es pas juste encagé dans cette vision de oh là là, nous on est les gentils, on va tout faire pour libérer les gens. Et notamment pour Kelsier. Alors Kelsier, c'est le mec, il est hyper charismatique et tout, c'est impossible de pas l'aimer, mais il a aussi ses parts de vulnérabilité dans le sens où il va devoir se remettre en question, il va devoir apprendre de ses erreurs de manière assez impitoyable, parce que du coup il va commettre des erreurs qui sont graves en fait, avec des conséquences qui sont graves, et à partir de là il va devoir revoir sa vision des choses, se remettre en question dans ses méthodes et tout. Et du coup c'est quelqu'un, enfin quand t'es du point de vue également des autres personnages, tu questionnes également Kelsier, genre c'est quoi ses motivations pour mener ainsi la rébellion. Ça le rend en quelque sorte un peu opaque parce que tu sais pas comment vraiment l'anticiper, même si parfois t'as des moments de son point de vue. Et du coup il y avait cette part de mystère et ça lui conférait vraiment une aura qui était à la fois charismatique, à la fois touchante, vulnérable, très humaine. Et ouais, franchement c'est un personnage qui marque quand même. Au niveau de l'action, alors il y a des combats, c'est surtout des combats où ils sautent dans l'air, où ils volent partout et tout, c'est des combats aériens qui ont un potentiel de mise en scène vertigineuse. Et du coup c'est pour ça que je me dis putain, avec Fortiche ce serait incroyable, genre une adaptation de Fils des Brumes dans le style d'Arcane, parce que vraiment il y a un potentiel de malade pour faire un truc de ouf quoi. Au niveau des points qui ont un peu péché, du coup comme c'est le premier tome, du coup il y a beaucoup d'introduction au système de magie. Et en plus c'est du Brandon Sanderson, donc évidemment que c'est très bien travaillé, que c'est vraiment approfondi. T'as plein de moments où t'as des séances d'entraînement avec Vin qui apprend de nouvelles choses, et j'avoue que c'était un peu parfois lent et répétitif pour moi, mais j'imagine que par la suite ça va s'améliorer parce que du coup on est plus familier avec le système de magie, donc on entrera plus dans le vif de l'action. Aussi au niveau de la Found Family en quelque sorte, du coup, parce que t'as Vin qui va intégrer le réseau de rébellion, qui va apprendre à connaître d'autres personnes, qui va se faire une petite place dedans, qui va enfin se sentir appartenir à un groupe et se sentir acceptée comme elle est. Mais je suis pas encore convaincue totalement des liens qui se développent, parce que j'ai pas eu le temps, enfin en tout cas j'ai pas eu, je sais pas, la volonté personnelle de forcément beaucoup m'intéresser, beaucoup m'attacher aux autres personnages secondaires. J'espère que cet intérêt va mieux s'attiser dans les prochains tomes. Donc également pour les chansons, parce que du coup si vous avez regardé le précédent vlog, en gros j'aime bien relier des chansons des OST d'Arcane avec les livres pour vous donner peut-être un aperçu du ton de Fils des Brumes, et également mettre en avant la superbe musicalité, la superbe bande son d'Arcane, parce que franchement les chansons je les écoute en boucle. Il y a Sucker. Alors j'avoue que je la place juste pour pouvoir la placer parce que c'est genre ma deuxième chanson préférée, je l'aime trop, et jusqu'ici dans le premier vlog j'ai pas eu l'occasion de le placer, du coup je vais le placer là. Je trouve que dans les paroles ça peut un peu rappeler Vin sur certains moments,
si de ouf, putain. Alors sans rentrer dans les spoilers, mais en fait au début on sait directement qu'elle a été abandonnée par son frère et du coup elle a des sentiments assez tiraillés vis-à-vis de lui. Et dans Sucker, ça parle de deuil d'une figure parentale, fraternelle. Il y a des paroles comme sors de ma tête, genre t'es parti, je veux plus te voir, je déteste cette vie, enlève tes doigts de mes cheveux, enfin voilà, arrête de caresser mes cheveux et tout. Ça peut peut-être aussi rappeler la fin aussi, parce que bref voilà. Après dans les paroles ça parle également de clans rivaux qui vont essayer de prendre le pouvoir après que leur système a été ébranlé, etc. Enfin bref, c'est décousu comment je parle de ça, mais en vrai c'est vrai très bien cousu. Putain, comment faire sans spoiler? Bah du coup ça peut un peu rappeler Vin au début, où elle est complètement démunie, où vraiment elle a pas envie de cette vie, en fait elle est en mode mais comment je vais réussir à m'en sortir, je vais jamais être libre en fait. Et elle est prisonnière de ses souvenirs, de ses liens, des dettes de son frère, qui font qu'elle est obligée de travailler pour les payer. Bref, il y a tout ça. Vers la fin aussi, t'as Vin qui va traverser un moment également comme ça, sans rentrer dans les spoilers, mais quand même c'est assez choquant. Et à la fin, je sens qu'il y a un peu une sorte de menace, enfin tu sais pas trop. Ça peut peut-être être foreshadowé par les couplets dans la chanson de Sucker. Bref, voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais ça peut le faire. Et en plus, au tout début, dans le prologue, j'aimais trop écouter en version instrumentale Sucker, parce que je trouve que ça collait bien avec Kelsier au début aussi. Donc voilà, je crois que ça correspondait bien, je sais pas, à l'ambiance badass et tout. Et surprenamment, c'est la chanson de Isha, Je Yang Ren Hao. Cette chanson, j'avoue que je l'ai pas écoutée en dehors de la scène de Arcane, parce qu'elle m'a pas forcément marquée. J'ai écouté dans ma recherche de chansons pour Fils des Brumes, mais sans grande conviction, parce que j'étais en mode ouais, peut-être ça, mais en vrai, au niveau de la musicalité, du rythme, ça me rappelle pas vraiment l'univers de Fils des Brumes, mais au niveau des paroles, j'étais choquée. Parce que du coup, au début, ça dit « Mon enfant n'ait pas peur putain, comment ça s'appelle ? Des épines, genre des... » Je vais bien me débrouiller. Ouais, les épines des roses là, sous tes pieds nus. Tu peux trouver l'essence du monde. Tu vois, le ciel est en train de devenir gris. On est tous les esclaves de la nature. Mais même les rochers les plus têtus peuvent faire fleurir des fleurs. Ça, on dirait Kelsier qui parle à Vin, dans le sens où du coup t'as le ciel qui devient gris en mode bah il y a les cendres. N'aie pas peur des épines là sous tes pieds nus, parce que comme ce sont des fils des brumes, quand ils volent et quand ils sautent et tout, ils sont pieds nus. Et du coup je sais pas, ça me rappelait un peu ça. Et puis ouais, les épines, le fait de ouais, tu vas t'engager dans un chemin épineux quand tu vas devenir fille des brumes, quand tu vas vraiment accepter cette identité là, mais n'aie pas peur. En vrai ça colle trop bien. On est tous les esclaves de la nature, enfin ça parle d'esclaves, machin truc. Ça parle du fait que même les rochers, les pierres et tout, ils peuvent faire fleurir des fleurs, parce que Vin, elle a jamais vu de fleurs. Kelsier, il lui a promis de la faire voir des fleurs quand il va réussir à renverser l'Empire. Au niveau de Kelsier aussi, laisse-la me voir, dis à ces étoiles de briller sur moi plus vite. Écarte ces nuages sombres. En fait là je lis du coup la traduction en anglais, j'aurais dû prendre en français, je suis trop conne parce que là je traduis en direct et c'est trop laborieux. Avec ce bleu dans mon cœur, même si le monde est rempli de désolation, mais on peut lever nos têtes et voir la lune. Et en fait c'est Kelsier, parce qu'en gros Kelsier il va jouer sur son image pour essayer de rallier les rebelles. Et en plus le bleu dans leur cœur, quand ils utilisent leur allomancie là, ils voient plein de trucs bleus là qui partent de partout, machin truc, et du coup ça m'a rappelé Fils des Brumes. À la fin il y a aussi arrête de chercher, enlace-moi. Ça me rappelle un peu Kelsier qui pourrait dire ça à Vin en mode arrête de chercher des repères ou un foyer ou je sais pas quoi, parce que ta place est ici en fait, genre ta place est avec nous, avec moi. Et voilà, donc franchement, en vrai, ça pourrait le faire. Vraiment, musicalement parlant, ce serait pas ça dont je rapprocherais le personnage de Kelsier, mais au niveau des paroles, et peut-être aussi au niveau de la musique, si, en fait. Donc voilà, je suis contente de ma trouvaille. Je sais que dans les derniers combats, j'ai écouté Complay. En version instrumentale, en version orchestrale même. Et franchement je trouvais que ça collait bien, parce que t'avais un peu ce clash entre le bas peuple, la haute ville, etc. Et ça me rappelait un peu le final d'Arcane. Donc voilà,
pourquoi pas. Bref, j'ai enfin fini, je vais me dépêcher parce que sinon j'ai un peu d'espace de stockage et ça va s'arrêter d'un coup. J'ai commencé Gideon, la 9e de Tamsin Muir, publiée chez Actes Sud. J'ai commencé parce que j'ai vu des gens qui disaient que l'héroïne ressemblait à Vi dans son tempérament, dans son histoire, peut-être dans son développement. Ça m'intéresse et du coup j'ai pas mal d'attentes parce que Vi, c'est ma queen, c'est l'amour de ma vie, enfin bref voilà. Et en plus c'est une romance saphique, donc en vrai ça pourrait être vachement chouette. Et apparemment c'est un peu difficile à lire au niveau de l'écriture notamment, et j'ai lu les premières pages et j'avoue que c'est pas que c'est laborieux, mais c'est assez particulier, c'est très un peu en freestyle on dirait, tu vois. Donc c'est en vrai c'est plutôt original, j'espère que je vais accrocher. Et apparemment il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms à retenir, donc j'ai un peu peur. J'espère que voilà, j'ai quand même accroché et que j'ai vraiment vibé avec cette lecture. Et voilà, donc je vous laisse et on se retrouve pour la suite quand j'aurai un update à faire. Salut les gars, on est le 14 janvier, même si j'ai je crois le même outfit que le clip précédent, donc je parais crade, mais bon c'est pas grave. Mais je suis crade mais avec du pognon parce que je me suis acheté un putain de micro et voilà. Et c'est la première fois que je teste, donc on va voir comment ça marche. Allô? Allô, vous m'entendez? Je sais même pas si ça marche. Tout à l'heure, j'ai un peu essayé en essayant d'aller plus loin avec le micro et ça s'entendait bien. Donc j'espère que là, ça ira. Bienvenue dans ce clip final qui sera pas très glorieux. Vous allez voir pourquoi. Mais avant toute chose, je voulais vous parler voilà, de ce que j'ai pu faire ou acheter, parce que dans mon bilan de 2024 et de mes résolutions, j'avais émis l'hypothèse d'essayer de mieux organiser mes lectures, de mieux les compiler dans notamment peut-être un carnet de lecture ou quoi, mais sauf que je suis complètement désorganisée, que je suis vraiment pas du tout ponctuelle quand il s'agit de compiler mes lectures, de faire des résumés, de vraiment mettre à jour ce que j'ai lu. Mais ça me donnait quand même envie. En même temps, je me disais, oui, mais après, tu vas perdre du temps pour rien parce qu'en fait, tu vas tenir que pendant 3 jours parce que tu vas te lasser très vite. Mais j'ai quand même sauté le pas. Dans les commentaires YouTube, il y avait une personne qui m'avait suggéré de faire un compte Goodreads, voilà, parce que c'est plus concis et c'est plus rapide pour garder nos lectures. Le truc, c'est que j'ai déjà un compte Goodreads et même pour ça, même le truc le plus basique, j'arrive pas à le mettre à jour régulièrement au fil de mes lectures. Donc voilà, si j'arrive pas sur un truc aussi simple, un carnet de lecture, ça va être foutu. Même que là, pour 2025, je me suis également ouvert un compte Babelio parce que j'aime bien le côté statistique et tout pour la fin d'année. Là, pour l'instant, j'arrive à m'y tenir. Voilà, j'ai lu 3 livres en 2025 pour l'instant. J'ai réussi à bien les mettre dans l'appli, ce qui est une victoire pour quelqu'un comme moi, hein, je rappelle. Pour Goodreads, j'ai même pas encore mis à jour mes dernières lectures en 2024. Donc bon, voilà. Mais j'ai quand même sauté le pas et j'ai quand même acheté un carnet de lecture parce que celui-là, il me parle bien en fait. À chaque fois que je le vois, il me fait de l'œil et je me dis, j'aimerais bien avoir un souvenir physique de mes lectures. Et du coup, j'ai acheté celui de Audrey, Le Souffle des mots, mon carnet de lecture, publié chez Marabout. Il y a plein de choses, je pense pas que je vais utiliser, notamment genre, je sais pas, livres à offrir parce que j'offre pas forcément beaucoup de livres. Livres prêtés également, mes challenges communs, enfin des trucs où je pense que ça va rester assez vide. Mais il y a quand même des trucs qui me plaisaient bien, notamment ma pile à lire, voilà, j'ai commencé à la remplir. Et je me rappelle plus des autres livres que j'ai dans ma pile à lire parce qu'ils sont chez mes parents. Et il y a plein d'endroits où colorier aussi, genre des petits trucs comme ça pour customiser à notre façon, mais j'ai pas pris mes crayons de couleur. Ça me saoule. Les trackers mensuels aussi, je trouve que c'est bien présenté. Encore une fois, on peut colorier. Le tracker de lecture quotidienne, du coup, si t'as lu, si t'as pas lu, si t'as lu au moins 30 minutes, si t'as lu plus de 30 minutes, là, j'ai pas tenu à jour. Donc, ouais, j'ai arrêté au 10 janvier. On est le 14 déjà. Mes crushs. Alors en fait Audrey, j'avais vu sa vidéo présentation de l'édition de 2024 et pour elle, ses crushs c'était genre ses meilleures lectures de chaque mois. Mais du coup, pour notre interprétation personnelle, pour la plupart, enfin pour pas mal de gens dont moi, je pensais que c'était genre les personnages crush, tu vois. Et bon, on verra comment j'arrive. En même temps, j'ai pas beaucoup de crush. Enfin, j'ai fait avoir un crush sur du coup la lecture que je vais vous présenter.
mais ça s'est un peu mal terminé. Bon. Et le livre de l'année, voilà, j'aime bien ça. Du coup, j'ai hâte de le remplir plus tard. Et j'ai rempli avec 2 lectures sur 3 que j'ai effectuées. Donc pour l'instant, ça va. Je suis à jour. Il me reste plus qu'à entrer la lecture que j'ai finie hier. Et j'ai acheté L'Art de la prophétie, qui est le tome 1 de L'Art de la guerre de Wesley Chu, publié chez Brajon. Ici, c'est en poche. J'attendais en poche parce que j'avais la flemme de débourser une vingtaine d'euros. Et ça me donnait trop envie parce que je crois que c'est dans un univers de fantasy sinophone, asiatique du moins. Et ça parle apparemment, d'après Naomi Novik, de foi, de tradition, de famille, une réinvention glorieuse de la fantaisie du wuxia. Le wuxia, c'est genre les histoires classiques de KPDP chinoises. Et du coup, ça a l'air trop bien. Genre, je sais pas. J'espère que je vais m'attacher au personnage et que du coup, je vais me sentir investie dans toutes les valeurs qui vont porter avec eux pendant leurs aventures et être touchée par leurs relations. Enfin, j'avais vu la critique des mondes imaginaires qui avait bien aimé et qui avait dit qu'il y avait une relation maître-disciple, je crois, un truc comme ça, au centre, qui était bien développée d'après mes souvenirs. Donc voilà, j'ai hâte et j'ai hâte, c'est tout. Donc pour la lecture qui va clôturer ce vlog qui est, ma foi, un peu décevant. Et d'ailleurs, est-ce que, genre, quand je utilise un micro, faut pas trop que je parle fort parce que de toute façon, on va bien entendre. Donc si je parle fort, du coup, bah, ça rend le son très désagréable. Je sais pas, on verra. J'essaierai de réarranger. Ce vlog m'est un peu décevant parce que je voulais lire au moins 3 romans et au final j'ai eu le temps de lire 2 romans en 2 semaines parce que du coup j'ai sauté une semaine sans vidéo parce que j'ai pas eu le temps de finir ma lecture en cours qui est du coup Gédéon la 9e. Je crois que c'est de la saga Le Tombeau scellé, ou alors c'est Le Tombeau scellé qui est le titre du tome 1, enfin je sais plus trop, de Tam Sunwir, un truc comme ça, je suis désolée, j'ose pas trop le prononcer fort parce que j'ai peur de me tromper. Publié chez Actes Sud. J'ai ramé en grosse partie à cause de la fatigue parce que je lisais le soir. En fait, le matin, j'avais un moment de lecture, mais c'était avec ce livre-là, La peste et la vie de Patrick K. Doudny, parce que je suis en train de préparer une rencontre avec l'auteur. Et du coup, voilà, je concentrais tous mes neurones matinaux dans cette lecture qui est très exigeante à mon niveau. Le soir, je laissais à Gédéon la 9e. Mais du coup, j'avais plus trop de neurones parce que j'étais fatiguée. Enfin, je sais pas, en ce moment, je me fatigue très vite alors que je fais pas grand chose de ma vie. J'ai pas pu bien profiter de ma lecture comme j'aurais voulu, alors que le début, vraiment, ça se passait vraiment bien. Alors en fait, en gros, on est dans un univers un peu science-fiction. Il y a 9 maisons en tout. Qui sont des nécromanciens en quelque sorte. On va suivre notamment la 9e maison qui est en train un peu de dépérir, tu vois. Et pour essayer de redonner un renouveau à la maison, pour un peu redorer le blason, on a la jeune souveraine. Elle a accepté un challenge proposé par la première maison. Je vais être très floue parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, la première maison est en train de chercher ce qu'ils appellent des licteurs. C'est en quelque sorte des serviteurs privilégiés et éternel pour le grand souverain, vraiment grosso modo, de manière très simpliste, mais c'est pas aussi simpliste que ça. Il propose à chacune des souveraines de chaque maison de venir pour passer des épreuves et essayer de remporter ce titre-là. Chaque souveraine est accompagnée d'un cavalier, d'une cavalière, et la cavalière de la souveraine de la 9e maison, c'est Gédéon. Sauf que Gédéon et cette souveraine-là, de la 9e maison, ne se supportent pas, vraiment. Genre, dès le début, tu vois, elle rend compte qu'elles peuvent se tuer, quoi. Et surtout que Gédéon, elle voulait pas de base participer à ça. Elle voulait juste se barrer de la 9e maison, ne plus rien avoir à faire avec ça. Elle voulait juste découvrir le monde, explorer d'autres pans de l'univers, faire sa propre vie librement. Sauf que, en fait, elle va se faire piéger par la souveraine et elle va passer un deal avec la souveraine. En gros, si elle accompagne la souveraine, je sais plus le nom de la souveraine, c'est pour ça. Non, c'est Haro, je crois, elle s'appelle. Haro, voilà. Si elle accompagne Haro pour essayer de l'aider à devenir l'une des serviteurs de la première maison, Haro rendra sa liberté à Gédéon et elle fera ce qu'elle veut. Sauf qu'arriver dans cette première maison, c'est un peu flou parce qu'ils savent même pas quelles épreuves ils vont devoir passer. Et puis de plus en plus, il y a des petites magouilles, enfin des petites tensions, il y a de la concurrence également, évidemment, avec entre toutes les maisons. C'est très flou parce qu'elles savent pas vraiment ce qu'elles doivent faire et c'est elles qui doivent deviner ce qu'elles doivent faire. De plus en plus, en fait, il y a des massacres. On sent qu'il y a une menace dans ce manoir, dans cette demeure.
Et du coup, voilà. Donc il y a des petits mystères et voilà. En fait, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est la plume qui est un peu, qui est assez, je sais pas comment dire, c'est un peu punk, c'est dynamique, c'est mordant, il y a une capacité de dérision qui m'a fait rire. En fait, vraiment, il y avait plusieurs fois où je souriais ou même je rigolais, parce que je sais pas, il y a des petites remarques un peu, c'est un peu brut, c'est un peu vulgaire, mais ça passe bien dans la personnalité de l'héroïne et aussi dans le monde qui est un peu glauque, mais ça se prend pas vraiment au sérieux, en quelque sorte. J'ai bien aimé le personnage de Gideon. En fait, je pensais vraiment que j'allais avoir un crush sur elle, parce qu'elle a ce côté qui ressemble un peu à Vi dans le sens où elle est brute, ce côté très spontané, mais elle a aussi une sensibilité qui la rend très touchante et parfois vulnérable. Et j'aime bien cette dualité qui fait que ça la rend riche et que ça m'a rappelé pas mal Vi au final, et c'est pour ça que je tombe amoureuse de Vi, quoi. T'as l'impression d'être dans un étau qui se resserre petit à petit parce que t'as de plus en plus de victimes, t'as des morts atroces, tu sais pas d'où ça vient. Le truc, c'est que comme je l'ai dit, en fait, j'étais fatiguée. Et du coup, j'étais de plus en plus détachée de l'histoire. J'étais de moins en moins investie, alors que vraiment, objectivement, il y a des idées originales. Genre, j'avoue, vers la fin, j'ai un peu lu en diagonale, mais j'ai relevé des trucs, j'étais en mode, putain, mais si j'avais été investie, vraiment là, j'aurais été waouh! Waouh, c'est trop bien, il se passe ça et tout, ça c'est pas mal. La fin, elle est assez imprévisible et ça donne envie de connaître la suite. C'est juste que je sais pas. Au niveau de la romance, du coup, parce qu'il y a une romance lesbienne, en fait, j'aime bien parce qu'au début, je savais pas trop avec qui Gideon allait finir. J'avais un ship potentiel, personnel, et du coup, qui s'est réalisé. Mais je trouve que ça s'est réalisé de manière un peu forcée, en fait. C'était pas très naturel, c'était pas très fluide pour moi. Et ouais, je sais pas, en fait, je trouvais qu'il y avait une dislocation entre ce qui se passait et ce que moi je percevais. Je trouvais que par exemple le développement et l'évolution des personnages, de leurs relations notamment, bah, ça aboutissait pas assez de manière pertinente pour qu'on en vienne à ce stade-là. Je sais pas si vous voyez. Du coup, j'étais en mode, mais est-ce que j'ai manqué des trucs? Ce qui est fort probable parce que, comme je l'ai dit, j'étais crevée. Voilà, donc ça m'a détaché également de l'histoire, mais c'est dommage parce que là, il y avait une romance. Alors, c'est une romance toxique. C'est une romance qui part sur des bases. Bon, voilà. Si vous voulez Enemies to Lovers, bah, foncez. Mais voilà, bon, bref. Mais au moins, ça tenait en haleine et il y avait un petit charme. Et puis, ça correspondait bien un peu avec le ton de l'univers, un peu what the fuck, un peu funky. Je le conseille, objectivement, parce que c'est une expérience de lecture. Je trouve que c'est assez spécial au niveau de la plume, du ton de l'univers, du développement et tout. Donc ça peut vous plaire, c'est juste que comme c'est spécial un peu, bah, peut-être que ça correspondrait pas à tout le monde. Mais voilà, je suis tellement déçue, et c'est pas une déception objective, c'est une déception vraiment subjective de ma part, parce que je sais que dans un autre mood, bah, j'aurais pu vraiment apprécier. Donc je suis déçue. Mais j'ai essayé quand même de lier quelques chansons avec ce livre-là, des chansons d'Arcane. J'ai pas trop fouillé dans les paroles pour essayer de les lier de manière vraiment très approfondie. Je sais juste cantonner au vibe, au rythme des chansons qui pourraient me rappeler le ton, l'atmosphère de Gédéon la 9e. Il y a notamment Dirty Little Animals. Cette chanson, en fait, je l'aime trop. Genre, voilà, j'aime trop parce que, je sais pas, je trouve qu'elle est... Je sais pas, il y a un côté funky, il y a un côté rebelle, il y a un côté désordonné. L'artiste s'appelle Bones UK, et Bones, c'est genre les os, c'est un peu genre nécromancien, blablabla. Ça rappelle un peu ça, un peu dans le même lexique. Voilà, j'ai pas trop fait d'efforts. Il y avait des paroles comme pourquoi je voudrais mourir en haut quand je peux vivre en bas. Et ça me rappelait un peu le fait que bah, tu sais, la nécromancie, c'est tabou, c'est genre les bas-fonds, c'est un peu voilà, la magie des ténèbres ou quoi. Et du coup, voilà, bah, ils vivent un peu dans les ténèbres. Il y a également la chanson Playground. Donc ça pourrait un peu correspondre au début, parce que du coup, on est situé avec Gideon, elle se sent un peu étouffée en bas. Donc ça pourrait un peu correspondre au début du roman, parce que tu découvres l'univers à travers la 9e maison, et c'est décrépit, et c'est... Ouais, c'est sale, et tu te sens pas bien, et c'est sombre, et c'est noir, et c'est ténébreux, c'est mystérieux, et dans les paroles, un peu, c'est un peu en mode...
Qui t'a dit de venir ici? Viens si tu veux jeter un œil. Qu'est-ce que tu recherches ici? Enfin, des trucs comme ça, un peu mystérieux en mode invitation à venir dans ces ténèbres-là. Et il y a également Dynasty and Dystopia. Ah, cette chanson, en fait, je suis tombée amoureuse de cette chanson très récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 3 minutes, parce que c'est en la réécoutant pour voir si ça pouvait bien correspondre à ce tome-là que je me suis dit, mais en fait, cette chanson, c'est du génie. Et je sais pas, en fait, c'est juste le côté hip-hop, un peu très dynamique, un peu pop et tout. Je trouve que ça correspond grave bien un peu à l'ambiance des personnages, surtout à Gideon. Par exemple, ça dit également, la peur n'est jamais une option, donc mourir n'est jamais une réelle phobie. Et je sais pas, tu sais, ça prend pas au sérieux le sujet de la mort, parce que voilà, encore une fois, c'est des nécromanciens. Enfin bref, voilà, je suis trop floue. Ça sent que je suis un peu blasée. Mais en fait, non, je suis pas blasée parce que j'aurais bien voulu continuer, parce qu'il y avait un autre roman que je voulais vraiment lire pour ce vlog-là, mais j'aurais pas le temps, je pense. Et je vais passer à d'autres thématiques, à d'autres genres en dehors de la fantasy. Notamment les livres que j'ai empruntés à la médiathèque sont des contemporains. Voilà, conclusion de cette duologie de vlogs, c'était bordélique. C'était bordélique, je pense. Hein. Je sais pas si j'ai été assez pertinente, je suis désolée. J'espère quand même que ça vous a plu. J'ai oublié de répondre aux commentaires également. Merci infiniment pour celles et ceux qui ont commenté la précédente vidéo, le premier opus de cette série de vlogs. Merci infiniment. J'ai vu que même il y avait des gens qui n'avaient pas encore regardé Arcane, mais du coup ça leur a peut-être donné envie. Merci beaucoup, merci infiniment de votre attention, de votre intérêt. Et bilan personnel pour moi, ça a été un exercice assez amusant. J'ai essayé de relier ça à un autre médium. J'essaie de lier également avec les chansons. Ça, j'ai bien aimé l'exercice de lier avec des chansons. Je suis contente, même si là, vers la fin, j'ai l'air blasée parce que... En fait, c'est juste que je regrette de ne pas avoir pu accrocher à cette lecture qui avait tellement de potentiel, juste parce que je suis fatiguée. Voilà. Mais bon, c'est la vie de lectrice. Merci infiniment d'avoir regardé ici jusqu'à la fin. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. Et j'espère vous retrouver... pour nos nouvelles aventures, livresques, avec une meilleure qualité. Merci infiniment d'être toujours là, malgré la mauvaise qualité, malgré la mauvaise luminosité, malgré, je sais pas, moi, je sais pas. Et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, pour de nouvelles aventures. Salut, j'ai craqué.